Bonjour Philippe. Bonjour Vince. Bienvenue à toi dans ce média qui s'appelle Limites. On parle des limites planétaires. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler des limites planétaires? Parce que c'est la merde et qu'il était important que tout le monde puisse comprendre de quoi il en retourne. Et ça me fait vachement plaisir d'avoir un gars comme toi qui a fait un livre avec lequel on t'a saoulé, parce que forcément ça a tourné et j'aurais dû le ramener pour le faire dédicacer en tant que gros fan, c'est l'âge des low-tech. Ça sera pour la prochaine fois, tu me réinviteras. T'inquiète, et qui m'a permis de voir les choses autrement sur des trucs qui sont d'une évidence, tu vois, la tablette qui est devant toi, l'ordinateur, mon téléphone, la caméra qui filme, c'est des trucs qui sont évidents dans la vie du quotidien, mais quand tu te rends compte de ce qu'il y a derrière et de ce qu'on te vend et de ce qu'on fait croire, je me suis dit merde, putain, il faut que je parle avec toi parce que tu fais apprendre des choses. Et moi, j'ai envie d'abord, avant de rentrer dans les premières questions, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas en fait? Écoute, je suis un ingénieur français, je viens d'avoir 50 ans, c'est dur, tu verras. Félicitations. Non, enfin, je viens il y a quelques mois, mais... J'ai 49, hein. Voilà, donc, tu verras, rigole pas avec ça. Je travaille dans la vraie vie, j'ai toujours travaillé dans des entreprises, plutôt des grandes entreprises, dans la construction. Aujourd'hui, je travaille dans une agence d'architecture et d'ingénierie qui s'appelle AREP, qui est une filiale de la SNCF d'ailleurs. Et en parallèle de tout ça, je me suis intéressé depuis, on va dire, une quinzaine d'années à la question des ressources. Hein, donc, les ressources non renouvelables, alors peut-être ça racontera ce que c'est. En gros, c'est là où il y a du stock et on pioche dedans. Donc c'est principalement petite question comme ça. Métaux. Est-ce que le pétrole c'est une ressource renouvelable ou non renouvelable? Alors c'est non renouvelable, oui. À notre échelle, mais c'est renouvelable à l'échelle. Alors à l'échelle de la planète, à l'échelle des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, c'est renouvelable. Voilà. Mais on va dire l'essentiel du pétrole aujourd'hui qu'on exploite, c'est entre 80 millions et 150 millions d'années qui s'est formé. Hein. Et le charbon, par contre, lui, il s'est formé presque une seule fois, en fait, il y a 300 millions d'années, à peu près autour du Carbonifère. C'est un moment où les bactéries, les champignons ne savaient pas encore dégrader la lignine du bois qui venait d'apparaître, donc il y avait des grandes forêts. Et ça ne s'est pas dégradé parce qu'il n'y avait pas les trucs pour le dégrader, ça s'est accumulé et ça s'est transformé en charbon. Et ça s'est passé, ouais, voilà, à cette échelle-là, ça s'est passé donc, une seule fois. Mais un peu de tourbe et tout maintenant qui s'accumule, mais grosso modo, ouais, c'est une seule fois. À notre échelle, c'est pas renouvelable, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses. Oui, alors il peut y avoir le phosphore, par exemple, qu'on utilise, qu'on épand dans les champs, c'est un des engrais qu'il faut apporter. Donc l'azote, c'est fait en général à partir de enfin les nitrates, c'est fait à partir de l'azote de l'air et puis de l'hydrogène qu'on va aller décrocher d'un carbone. C'est une des limites planétaires. Le gaz naturel, voilà. Et puis il y en a d'autres qu'on extrait des mines, donc le phosphore. Alors là, le phosphore, c'est souvent des accumulations d'os de poissons, de petits animaux, des trucs dans des océans du passé, voilà. Et on trouve des dents de requin, des trucs comme ça d'ailleurs dans les mines de phosphore. D'accord. Et on gratouille tout ça, on va les mettre sur les champs, voilà. Ça permet que ça pousse, c'est chouette, ça pousse, voilà, ça augmente les rendements et tout, quoi. On appelle ça le NPK, NKP, donc les nitrates, l'azote, le potassium et puis le phosphore. Ça depuis le 19e siècle avec monsieur Liebig. Qu'on avait découvert, voilà, qu'on avait découvert qu'effectivement il y avait que les plantes elles poussaient finalement limitées, enfin il y avait toujours un élément limitant et que c'était finalement le rendement, il pouvait être augmenté en faisant sauter en fait le verrou de l'élément qui manquait le plus dans un sol donné, quoi. Non, ça peut être des fois le phosphore, des fois ça peut être le potassium, des fois ça peut être on dope en fait. Et on va doper. Pour répondre à la demande en alimentation, etc. Donc c'était l'exemple pour dire que c'est pas que bien sûr. Des métaux, mais sinon l'essentiel autre des ressources non renouvelables, ce sont les métaux. Donc une soixantaine en fait d'éléments chimiques différents. Bon, il y en a beaucoup qui sont connus du grand public. Je sais pas, ça peut être des trucs pour faire des lunettes, du titane, cuivre, tout, voilà, des trucs pour faire des aciers inox, le silicium. Qui va servir effectivement à faire, j'en sais rien, des panneaux solaires ou des microprocesseurs. Voilà. Donc il y a toute la palette, une soixantaine de métaux, et tout ça, voilà, on va le gratter un petit peu partout sur la planète, aux endroits où ça s'est concentré par la nature vivante en fait, de la planète. La planète, elle est vivante. Alors, on pourrait dire qu'elle est vivante au sens de James Lovelock, ce qui était cet inventeur de l'hypothèse Gaïa, le fait de dire que il y a finalement elle s'autorégule. Tu sais que Mais ça ce principe, que la vie en fait, elle a eu des processus de rétroaction à travers des mécanismes darwiniens. Il n'y a pas besoin de convoquer Dieu ou je sais pas quoi là-dessus. Mais dans les métaux, ça marche pas cette notion, cette logique-là. Alors si, parce que en fait c'est le fait que la planète elle est vivante d'un point de vue biologique, mais elle est aussi vivante d'un point de vue de la formation des montagnes, de la tectonique des plaques, du volcanisme, des cycles de l'oxygène, des cycles de l'eau, et que tout ça, en fait, ça va permettre des concentrations
en fait, à un moment de certains métaux. Et on va appeler ça des minerais. Et en fait, ça se passe souvent dans les montagnes ou les anciennes montagnes. Il y a des choses, des processus de géologiques un peu compliqués que je ne saurais pas te décrire d'ailleurs, je ne suis pas géologue de formation, mais qui fait que voilà, il y a des endroits où ça se concentre. Et donc, tu as été touché par une passion de ça. En fait, c'était un bouquin en fait sur lequel j'ai fini par tomber de Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un peu le pape d'ailleurs des décroissants ou de la décroissance, donc qui était un économiste qui avait travaillé, je crois, dans sa jeunesse avec Schumpeter d'ailleurs, et puis qui avait en fait, il disait que la science économique, elle était restée à Newton en gros, et que c'était des équations mécanistes en fait, et que voilà, finalement c'était l'équilibre de l'offre et de la demande, etc. Et que c'était un peu bête parce que au 19e siècle, au début du 19e siècle, on avait inventé un truc, c'était l'entropie, le fait que tout s'use, que quelque part il y a une sorte d'érosion universelle ou de tout, d'absolument tout. Voilà, et que finalement l'économie elle devait prendre en compte ça. Et il prenait l'exemple, alors c'est plus vrai maintenant parce qu'on a je pense que nos pièces de métal sont sont bien faites, mais au 19e siècle, par exemple, quand tu frottais une pièce de métal comme ça, tu avais ce qu'on appelle le frais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les pièces, elles s'usaient, elles perdaient un petit peu de poids, voilà. Et donc, il prenait ça. C'est de l'entropie. Voilà, c'est de l'entropie, c'est le fait qu'on va donc, disperser. Tout est entropie. Tout est entropie, tout. Bien sûr, voilà, les métaux rouillent. Une entropie que quelqu'un peut faire à la maison, c'est prendre une allumette, ça se consume, et cette chaleur, donc ça génère la chaleur, à un moment donné, ça s'éteint, il n'y a plus de chaleur, c'est l'entropie, c'est parti. Voilà. Donc, il n'y a qu'un truc qui sait lutter contre l'entropie, c'est la vie, en fait. Voilà. Donc, la vie, grâce à de l'énergie, elle va arriver de l'extérieur, elle va arriver du soleil, en gros. Et puis donc, le soleil a une entropie aussi. Il a son entropie, oui, bien sûr. C'est loin, c'est très loin. Mais... Voilà, on est plutôt sur des milliards d'années, donc ça va, ça ne sera pas ça le problème, normalement. Mais voilà, on va avoir des plantes par la photosynthèse qui vont finalement construire des molécules moins dispersées, plus en ordre que juste du CO2 qui se balade c'est intéressant comment tu vends le truc, comment tu expliques le truc. La vie est un ordre parce que forcément c'est tout de la chimie complexe qui permet de se maintenir, ça meurt, c'est réutilisé, c'est recyclé, c'est retransformé. Et que s'il n'y avait pas ça, l'entropie serait... On aurait en fait un truc qui serait à l'équilibre. C'est comme ça que Lovelock justement avait en fait comment il a inventé une histoire d'hypothèse Gaïa. Il bossait pour la NASA et en fait il avait dit à la NASA qu'on pouvait savoir s'il y avait de la vie sur d'autres planètes en regardant en fait le spectre grâce au rayonnement électromagnétique, on peut connaître à distance la composition de l'atmosphère de Mars, Vénus, je sais pas quoi, Jupiter. Et en fait, il avait dit, en fait, je sais qu'il n'y a pas de vie dessus. Enfin, on peut prouver qu'il n'y a pas de vie dessus parce que l'atmosphère est à l'équilibre. Alors que la vie, justement, la vie, elle crée un déséquilibre, et le fait qu'on ait 18-19% d'oxygène, non, 21, je sais plus. Non, 21, je crois qu'on est dans les 21 et 79 d'azote, et puis un peu d'argon et un de trucs. En fait, c'est un déséquilibre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la vie qui réinjectait, donc, alors, soit les forêts, soit essentiellement les cyanobactéries, une transformation qui se perd quelque le phytoplancton, part, et bien ça injecte de l'oxygène dans l'atmosphère. Et en fait, l'oxygène, il cherche qu'un truc, c'est à s'accrocher avec tout le monde pour oxyder un peu. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de planètes à des millions de fois qu'on a mesuré, qu'on dit qu'elles ressemblent un peu à la Terre. On ne sait pas si elles portent la vie, mais elles ont une atmosphère similaire à la Terre, donc potentiellement... Alors non, pour les exoplanètes, non, parce qu'en fait, elles sont trop loin, donc on n'est pas capable de récupérer, je pense, le spectre de leur truc. On sait qu'elles sont dans la zone d'habitabilité, c'est-à-dire que compte tenu de la taille de l'étoile et de ce qu'elle balance, et sa proximité, on sait que le truc, comme il est plus ou moins loin, c'est un endroit où soit c'est que vaporisé, soit c'est... On parler d'astronomie. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais voilà. Mais tout ça, c'est ta passion. Et... Voilà, donc j'aime bien les trucs un peu matériels. En fait, j'ai toujours bien aimé visiter des usines, comprendre comment on fabrique une chaise, un ordinateur, je ne sais pas quoi, donc, ou une lame d'acier ou une voiture. Et donc, c'est la matérialité du monde, d'une part, qui m'intéressait, et la question de l'entropie, du fait que finalement, pendant quelques dizaines de milliers d'années, pour ne pas dire centaines de milliers, pour ne pas dire millions, l'espèce humaine ou ses précurseurs, ils avaient travaillé avec plutôt des trucs renouvelables, quoi. C'était surtout du bois, je ne sais pas quoi, mais bon, il y avait aussi déjà quand même quelques cailloux, et même les cailloux, il fallait déjà les déplacer sur plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Oui, c'est comme ça qu'on fait les pyramides. Alors ça, c'est les gros... Ça, c'est encore un truc, hein. Mais c'était bien encore... bien sûr. Déjà
passer au néolithique, mais même au paléolithique, aujourd'hui on est capable de tracer, de savoir qu'il y a des pointes de flèches, des trucs qui se sont déplacés sur des milliers de kilomètres carrés, de kilomètres pardon, en Australie ou autre. Donc il y avait déjà, en fait, on puisait déjà quelque part dans des ressources. Bon, sauf que le silex, voilà, il y en a beaucoup. Donc, bien sûr, mais c'est intéressant de voir, c'est une sorte d'écho du passé, du nombre, une empreinte, et c'est sur ces enquêtes-là qu'on parvient à déterminer beaucoup de choses. Mais alors, du coup, toi, en tant que personne qui s'est spécialisée là-dedans, qui a vraiment beaucoup creusé la situation, je vais te poser officiellement la première question que je pose à tous les invités qui viennent dans cette émission de talk sur Limite. Est-ce qu'on a dépassé la limite, les limites? Fais ce que tu veux avec cette question. Bah, c'est une vraie question, et en plus elle est très belle parce que c'est un hommage au rapport Meadows. Tu sais que c'est cette équipe de Denis Meadows et puis Donnez-la, bien sûr, sa femme, et puis Jeff Forrester, et je ne me rappelle pas le nom des autres, mais donc qui avaient été un peu les premiers à modéliser quelque part ce système Terre, une modélisation un peu basique, hein. On est sur des ordinateurs du début des années 70, hein, donc ça allait pas très loin. Avec des bandes. Ouais, ça allait pas très loin, même si c'était au MIT. Donc voilà, il est sorti exactement il y a 50 ans, hein. C'était la semaine dernière, je crois, qu'on fêtait les 50 ans de la sortie de ce rapport. Et donc voilà, eux, ils disaient, oui, on va heurter les limites planétaires. C'est pas possible de monter jusqu'au ciel, hein. À un moment, on fait de la croissance. Cette croissance, elle est exponentielle, hein. On connaît le concept d'exponentielle. Maintenant, tout le monde connaît le concept d'exponentielle. Avec la pandémie, on a compris. Hein, ouais. Voilà, hein, donc salut, on est 2 infectés. Une semaine 4, après, on est 100. Voilà, et après, on se retrouve très vite à 1 million. Quoi, voilà. Exactement, donc c'est ça. Et donc, du coup, si tu fais 2-3% de croissance par an, bah, ça veut dire que 2%, tu doubles tous les 37 ans, 3%, tu doubles tous les 25 ans. Bon, donc ça va, quoi, tu vois, mais 25 ans plus tard, effectivement, tu as doublé, et puis 50 ans plus tard, tu as quadruplé. Bon, voilà. Et que c'est pas possible, simplement, de... Alors, effectivement, et même Jeff Bezos le dit, hein, puisque... L'homme très... Ah oui, l'homme qui soutient l'extractivisme, la transformation des matériaux, et la vente... voilà, et il dit, mais ouais, en fait, on a un problème, parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, on consomme l'énergie qui tombe sur le Nevada, grosso modo, hein, donc si on couvrait de panneaux solaires au Nevada, tout va bien. Et puis, dans quelques siècles, en fait, il faudrait couvrir la Terre entière de panneaux solaires, si on continuait à faire 2 ou 3% de croissance de consommation d'énergie comme on le fait. Alors du coup, Jeff Bezos, il dit qu'est-ce que vous voulez ? La Terre entière de panneaux solaires. Parce que, grosso modo, hein, on doit à peu près la consommation d'énergie de l'humanité, ça doit être de l'ordre de, allez, je sais pas, un 5 millième à la grosse, ou un 6 millième de ce qu'on reçoit, de ce que la planète reçoit chaque année sur l'ensemble de la surface. Donc, du coup, si tu fais 2-3% de croissance, au bout de quelques siècles, tu atteins effectivement, tu fais fois 1000, fois 2000, fois 3000, donc tu atteins cette limite-là. Pour rappel, la croissance, on a produit plus et plus et plus. On a produit 10 et brûlé aussi, et genre l'année d'après, on a brûlé encore plus. Voilà. C'est la petite vulgarisation qui fait plaisir. Donc, du coup, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se rationne, c'est la stase, hein, il emploie ce mot-là, stasis en anglais, donc c'est le truc, la stase, c'est pas sympa, quoi, c'est les adolescents qui sont avachis comme ça. C'est à faire un peu. Ou alors, ou est-ce qu'on veut le dynamisme et tout? Et alors, il dit, en fait, on a une solution, c'est qu'on n'est pas contraint par les limites planétaires. On va aller dans l'espace, bien sûr, parce que là, dans l'espace, il y a plein de trucs, quoi. Il y a de l'énergie, parce qu'on va pouvoir mettre des panneaux solaires, on va pouvoir faire de l'astéroïde mining. Donc Bezos qui dit ça. Ouais, Bezos dit ça, voilà. Mais il faut de l'énergie quand même pour aller jusque-là. Alors, mais imagine, tu vois, t'es monté une première fois, et puis après tu t'installes, et c'est super, tu as des panneaux solaires. Il y a même des gens qui imaginent de mettre des panneaux solaires dans l'espace, et puis de renvoyer ça en rayon laser sur des récepteurs sur Terre et tout. Tout a été écrit, hein, à la fois en SF et un champ électromagnétique. Un laser, un laser t'envoie de la puissance. Quoi. Donc c'est effectivement. Ouais, mais attends. Ok, je veux bien, mais ça c'est quoi? C'est l'étoile de la mort, ce truc. C'est l'étoile de mort, mais figure-toi que c'est exactement ça. Mais ce qui est assez marrant dans le truc de Bezos, c'est que finalement il dit il y a bien des limites planétaires, je le reconnais. On va s'en extraire parce que c'est super, on va aller mettre nos usines et tout dans l'espace, ça va être cool. Mais en fait, c'est ridicule parce que si tu continues à prolonger l'exponentielle, eh bien en fait, à 2% de croissance par an, au bout de 1500 ans, il te faut la puissance de l'étoile solaire. De l'étoile solaire, pas de ce qui arrive sur Terre, de l'étoile complète, d'accord ? Et donc, il faut, alors ça existe, hein, en SF, ça s'appelle une sphère de Dyson. Oui. Et donc, c'est un truc, tu prends des astéroïdes, en fait. Rien à voir avec l'aspirateur, mais oui. Voilà, exactement. Rien à voir avec le petit aspirateur pour ramasser les miettes sur la table. Ouais. Et en fait, tu entoures entièrement l'étoile. Et du coup, c'est génial parce que tu peux exploiter 100% de son énergie. Ouais, c'est un déjà, la notion de gravité nique complètement le bordel. Hein, parce que voilà, la sphère, elle est. Mais si tu veux, c'est quand même dans cette
configuration un peu de... C'est un mode de pensée. De pensée qui sont, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors tu as envie de leur dire, oui, mais attends, après 37 ans plus tard, quand tu doubles à nouveau, tu as besoin de 2 étoiles. Donc il faut aller carapater hyper vite sur Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière, quoi. Et puis 37 ans plus tard, il te faut 4 étoiles. Ah oui, merde. Et alors, du coup, tu fais le calcul. Et à ce moment-là, si tu veux prolonger un taux de croissance de 2% de consommation d'énergie pendant quelques milliers d'années, en fait, il faut que tu conquières la galaxie à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, parce qu'en fait, sinon, tu vois, il y a quelques milliers d'années de lumière de taille. Je comprends Dark Vador et Palpatine. Donc ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un argument que j'utilise aussi pour les gens qui disent « Ouais, c'est bon, on va inventer la fusion nucléaire, c'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Je dis bah, on va pas faire des réacteurs nucléaires qui font la taille de l'étoile solaire, on est d'accord, les gars? Ah oui, donc là, à ce moment-là, ça marche moins bien. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Casser le principe de croissance, c'est pas possible. Voilà, ça veut dire que c'est pas possible, même en allant dans l'espace, c'est pas possible. Parce que la croissance, c'est encore ce que beaucoup de politiciens mettent en avant, des financiers, des économistes, en disant « Ah les gars, regardez, je prends l'exemple de la France, ils ont quand même dit, super, je sais plus, c'est le ministre de l'Intérieur qui était très fier d'annoncer regardez, nous avons fait un taux de croissance de 7%, c'est ça? Oui, parce qu'on avait fait moins 8 l'année d'avant, donc... oh la douille, donc en fait ils ont fait moins 1. Voilà. Enfin, je sais pas exactement, mais c'était... Non mais oui, voilà. Moins 6, mais enfin en tout cas, oui, poum. Et il avait annoncé ça avec beaucoup de fierté. C'est vrai, c'est toujours un petit peu c'est ce diplôme, c'est ce bulletin. Tu montres le bulletin à papa et maman, et ben là, le gouvernement est fier de montrer le bulletin à tout le monde, aux économistes, au champ de conscience, enfin au champ de confiance, tout simplement au système. Regardez, notre taux de croissance est positif. C'est plus qu'un bon bulletin, hein. C'est un bulletin de santé compte tenu du système. Oui, parce que la santé dépend de ça. Ouais. Parce que la capacité de l'État à investir ou à dépenser, il a aussi des intérêts de la dette à servir, donc en fonction des taux d'intérêt, tout ça. Mais donc il faut quand même que tu aies des revenus suffisants. Tu génères l'argent pour rembourser, quoi. Exactement. Ensuite, on est dans un système où l'innovation technologique globalement, elle fait ce qu'on appelle de la productivité, c'est-à-dire et ça fait 2 siècles qu'on fait ça, mais où on remplace du travail humain par du travail des machines, par de l'automatisation, par de la mécanisation, d'automatisation, et puis maintenant par des logiciels. On pourrait dire de plus en plus, ça va être de l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi qui va faire prof, guichetier, juriste et je sais pas quoi encore. Donc à chaque fois que tu fais ça, ça veut dire que du coup c'est la destruction créatrice schumpeterienne. Donc ça veut dire finalement, voilà, quand tu détruis de l'emploi par l'innovation technologique, si tu veux pas qu'il y ait un chômage de masse, il faut que tu aies d'autres secteurs où se crée de l'emploi. Et donc de l'innovation. Et ça, c'est la croissance, justement, d'une certaine manière, c'est de dire que il y a des nouveaux modes de consommation, il y a des nouveaux services, et il faut que tout ça soit toujours un paquet qui soit plutôt en augmentation. Sinon, eh bien, tu fais faillite. Soit tu fais faillite au niveau de l'État, soit tu fais faillite dans les entreprises. Les entreprises, elles ont la même contrainte, pas les petites entreprises. Tu vois, le gars qui est boulanger, le gars qui est plombier, qui a 3-4 personnes, il peut avoir une stabilité de son chiffre d'affaires, il survivra très bien. Et d'ailleurs, la plupart des petites entreprises, elles sont comme ça. Par contre, si tu es une grosse entreprise, que tu as appelé, tu as emprunté de l'argent à ta banque, que tu es coté, donc il faut te soutenir ton cours de bourse, etc. Là, il faut que tu montres, il faut que tu dises et que tu fasses de la croissance. Voilà. Donc, tout le monde a intérêt à faire de la croissance. Là, tu fais comprendre que tout le monde a intérêt à faire de la croissance, que c'est de toute façon la base et c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais tu viens de dire que 2% par an, on doit après, d'ici, je sais pas combien de temps, on va avoir deux soleils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, après, il y a des questions de termes, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux... la croissance du bonheur. Moi, ce qui m'amuse, c'est juste de montrer, mais c'est facile de faire ça, c'est de dire, le truc, il ne peut pas tenir à terme. Voilà. C'est-à-dire que le PIB, c'est bien de faire 2% de croissance par an de PIB, mais si tu fais 2% de croissance de PIB, dans 1000 ans, ton PIB a été multiplié par 390 millions. Voilà, donc oublie, quoi. La Belgique ne va pas faire 390 millions de fois son PIB en l'an 3000, tu vois. Enfin, ou alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble, comment ça marche, enfin, c'est pas possible, quoi. Et même si tu fais de la dématérialisation, du découplage, les économistes, ils parlent de cette notion-là, de dire, en fait, on peut continuer à faire de la croissance économique. C'est le Green Deal, ça. Oui, en quelque sorte. C'est comme ça que le Green Deal est vendu. Enfin, ils utilisent le terme croissance verte quand même. C'est ça, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, tu dis, je fais de la croissance qui va avoir un contenu en consommation d'énergie, qui va avoir un contenu en consommation de ressources, qui va avoir un contenu en émission de CO2, qui va avoir un contenu en production de déchets bien plus faible. Parce que, justement, je vais faire du recyclage, je vais faire des technologies propres, etc. Donc, du coup, tu fais ça. Sauf que,
il y a un moment où le truc il marche quand même pas, quoi. C'est-à-dire que tu vois, je veux bien faire une voiture qui soit 2 fois moins émettrice de CO2 que la voiture d'aujourd'hui, tu vois, ou même 10 fois moins, j'ai pas de problème. On va en trouver des ingénieurs qui vont nous faire une voiture 10 fois moins émettrice, il n'y a pas de souci, c'est très facile à faire. Il faut qu'elle soit plus petite, c'est tout, et qu'elle aille moins vite, et qu'elle soit plus légère. Mais une voiture qui soit 100 fois plus, tu vois, efficace, bon, ouais, ça commence à s'appeler un vélo sans doute, parce que voilà, c'est ça, difficile, mais bon, voilà, tu peux monter à vélo. Mais tu vois, une voiture qui va être 400 millions de fois plus efficace, tu vois, en l'an 3000, tu vois, je ne sais pas dans quoi on roule, comment on fait. Donc il y a un moment où le truc, quand même, voilà, tu t'es quand même rattrapé par cette puissance de l'exponentielle. Tu ne peux pas faire un truc comme ça. Ouais, mais Yamina Saleb, une experte, dit que justement l'efficacité énergétique, ça consomme plus au final. Alors ça consomme plus, oui, c'est la question d'effet rebond en fait. En fait, dans le miracle technologique, et c'était un peu ça que j'avais raconté dans la Hélotech, c'est. Donc, tu as d'abord la question de la consommation de ressources, c'est-à-dire que si tu te focalises que sur la question d'énergie et des énergies renouvelables, tu as un petit risque quand même d'être rattrapé par la patrouille sur la question de la consommation de ressources. Alors, il y a 10 ans, 15 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde a compris, tout le monde est d'accord que l'électrification des voitures, le passage aux énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, enfin, ça dépend un petit peu du mix choisi, mais plus les dispositifs de stockage éventuellement avec des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène ou des batteries ou des choses comme ça. Utiliser de l'électricité pour casser l'atome H2O pour avoir de l'hydrogène. Voilà, exactement. Voilà, qui est toute sorte d'énergie aussi. Qui du coup est ce qu'on appelle un vecteur énergétique, donc qui permet en fait effectivement de stocker et de transporter de l'énergie. Et après tu vas tu peux brûler ça, remettre dans une turbine, façon de parler, refaire de l'électricité. Alors tu as deux manières de faire le truc. Soit tu le fais, soit tu brûles effectivement. Alors ça c'est plutôt dans le mode réacteur d'avion ou éventuellement effectivement centrale de production électrique. Soit tu fais dans la petite échelle dans des piles à combustible, ce qu'on appelle des piles à combustible, où en fait tu vas réunir l'oxygène et l'hydrogène avec une catalyse au platine et tu vas produire de l'électricité. Et donc et que tu peux utiliser peut-être par exemple pour ton parc automobile. Et après du coup tu vas effectivement avoir ton électricité, tu vas utiliser dans un moteur électrique quoi. Mais c'est une énorme bêtise de faire de l'hydrogène dans les voitures en fait. C'est dangereux un peu, non? Alors, bon, il peut y avoir éventuellement des questions. Oui, il se trouve que... Les réservoirs sont pas gigantesques un peu si on doit faire ça? Si moi demain je veux remplacer ma voiture à essence, à explosion, qui parcourt 600 km, comme font les voitures en moyenne, 600-700, par quelque chose à l'hydrogène, donc forcément pour avoir la même efficacité, la même distance, je dois trimballer une citerne gigantesque. Non, peut-être pas une citerne, mais un réservoir qui doit bien faire, je sais pas, plus la moitié de ma caisse. Fois, peut-être 4-5 fois le réservoir, je sais pas exactement, mais quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle donc il y a un rapport entre la masse, le volume et puis le contenu énergétique. Donc l'hydrogène c'est très énergétique, il n'y a pas de problème, mais ça prend beaucoup de place aussi. Même après tu peux plus ou moins le comprimer, tu peux le liquéfier aussi, donc il y a des possibilités de faire de l'hydrogène liquide. À ce moment-là, il prend un peu moins de place, mais tu perds plus d'énergie parce qu'il faut le refroidir et le comprimer. Il faut de l'énergie pour le refroidir aussi. Voilà. En fait, justement, c'est ça le problème, c'est que quand tu utilises de l'électricité dans une voiture, donc imaginons que tu as produit l'électricité quelque part dans le réseau, mettons que ça soit entre guillemets propre, on reviendra peut-être là-dessus. Donc tu as ton électricité, tu vas charger une batterie, puis décharger cette batterie dans un moteur électrique. D'accord ? Quand tu vas passer par la batterie, tu vas faire un aller-retour dans la batterie, tu vas perdre peut-être 10% du contenu énergétique. D'accord. C'est pas complètement perdu, mais ça se transforme en chaleur en gros. Donc c'est ça. Il y a un petit peu quand même, toi, ton téléphone, quand tu mets à charger, il est un peu chaud. Il chauffe un peu. C'est la perte énergétique. Voilà, c'est la perte énergétique. Par le câble aussi, on perd un petit peu légèrement. Peut-être par des effets. C'est peut-être risible, j'en sais rien, mais il y a une perte. De toute façon, in fine, tout se dégrade en chaleur. Ça devient entropie. Voilà, ça finit toujours en chaleur. Donc l'électricité finira en chaleur à un moment ou à un autre. Donc, du coup, voilà, on va dire 10% pour faire simple. Si je suis vraiment un peu large, je peux rajouter aussi qu'on perd peut-être 6, 7, 8% dans le réseau. D'accord. Donc là, c'est pareil, en fait, quand tu transportes... C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien isolé. Sinon... C'est plutôt... en fait, même isolé, ça ne change rien. C'est un problème de longueur de câble et des électrons qui passent. Donc, on y perd. Donc on perd un peu, mais voilà, tu vois, tu perds peut-être 15% en tout. Voilà. Quand tu passes par l'hydrogène, tu perds 75%.
C'est immense. Donc l'énergie nécessaire pour avoir... Tu prends la même électricité de départ, Ouais. tu vas électrolyser l'eau. Déjà, poum, tu vas perdre, je sais pas, 40% de l'énergie à ce moment-là. Et quand tu vas repasser dans la pile à combustible, le rendement, il est de 60%. Donc tu repères encore. Donc vendre l'hydrogène comme solution d'avenir... C'est une énorme bêtise. C'est du greenwashing. C'est du greenwashing. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut focaliser l'hydrogène sur des endroits où on ne peut pas faire de l'électrique pure. C'est quoi les endroits où on ne peut pas faire de l'électrique pure ? C'est des trucs où il faudrait trop de batteries parce que le truc à transporter, il est trop lourd, trop gros. D'accord, ouais. Une voiture, non, quoi. On sait que maintenant, une voiture électrique, ça marche avec des batteries, il n'y a pas de problème, et tu peux même avoir une autonomie assez forte, on y reviendra. Mais moi, je ne pense que ce n'est pas forcément bien, mais voilà. En tout cas, c'est possible. Par contre, un camion, un bus, un train, un avion, le set de batteries qu'il faut installer, tu décolles pas, quoi. Oui. Donc l'hydrogène, il est plutôt prévu pour ces trucs-là, quoi. Voilà. Donc du coup, la BM série 7 de Brad Pitt à l'hydrogène, celle-là, elle sert vraiment à rien. Et il a peut-être revendu d'ailleurs depuis. On n'aura pas Monsieur Van Toulon de toute façon avec ça, techniquement. On n'aura pas Monsieur Van Toulon avec une voiture à l'hydrogène, quoi. Non, surtout pas. Il faut surtout pas, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait installer 3 fois plus ou 4 fois plus, je sais pas, de panneaux solaires, d'éoliennes, de centrales nucléaires, de ce que tu veux, le truc pour faire l'électricité. 3 ou 4 fois plus que si tu utilises l'électricité directement dans des batteries, quoi. Donc, alors allons-y, parce que c'est pas la voiture à l'hydrogène dont on vend beaucoup les mérites aujourd'hui, c'est la voiture électrique. Oui, mais justement, ça c'est mieux, du coup. Enfin, de deux mots, il faut choisir le moindre. Oui, c'est ça. Alors du coup, l'électrique, salon de l'auto, j'en vois, on nous le montre, etc. Alors moi, perso, je décidais d'être en trottinette, qui est toujours électrique, hein, attention, où utiliser mes pieds le plus possible. Plutôt que ma voiture à explosion et plutôt que retourner dans un modèle de voiture électrique. Mais est-ce que c'est vraiment faisable de remplacer le parc mondial de voitures et de camions? Parce que moi j'ai toujours pas entendu parler de camions de transport de tes marchandises, de ta nourriture, de ta PlayStation 5, etc. Qui fonctionnent à l'électrique. Du coup, c'est possible ça, de remplacer toutes les voitures par l'électrique? Alors ça, c'est la grande question, en fait. C'est ce que nous vendent toutes les marques de voitures. Oui, achetez l'électrique. Et on nous vend, tu sais, Bruxelles par exemple, on est low émission. Les voitures à explosion sont interdites dans 10 ans, dans 8 ans, dans 8 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'au final, et Bruxelles, les gens veulent pas lâcher leur voiture pour le moment, les choses peuvent évoluer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 8 ans, tout le monde va être en électrique? Alors je vais te prendre un exemple, en fait. Alors déjà, il y a eu des moments de mode un peu, tu vois. Alors il y a eu la mode du lithium, puisque c'est des batteries au lithium. Donc au début c'était est-ce qu'il va y avoir assez de lithium. Le lithium, il est essentiellement, enfin il y en a beaucoup dans les salars en Amérique du Sud, donc dans le triangle Chili, Argentine, Bolivie. Ouais, on dirait qu'on cultive, pas qu'on cultive, mais on dirait qu'on récupère ça dans des piscines, là, ça ressemble à des piscines. Oui, en fait, c'est les marais salants, si tu veux, un peu. Enfin voilà, c'est par évaporation, en fait, tu concentres, c'est un sous-produit du sel, en fait, il y a essentiellement du sel. Et d'accord. Donc c'est comme des marais salants, et puis après par chimie, je ne sais pas trop comment, il récupère le carbonate de lithium, il transforme un peu ça. Voilà. C'est plutôt pas mal d'un point de vue environnemental. Alors c'est toute chose égale par ailleurs, en comparaison d'une autre sorte de lithium qu'on extrait, d'une roche qui s'appelle spodumène, et qui est là une roche qu'on doit concasser pour récupérer la partie lithium. Et donc c'est le cas par exemple du lithium en Australie ou en Chine. Et là celui-là il est plus énergivore parce qu'en fait pour séparer, faut casser la roche pour récupérer. Il faut du fossile pour faire ça. Il faut des broyeurs. On fait pas ça à l'énergie solaire. Non, absolument pas. Alors que le lithium, le salar, il est essentiellement. En plus, au départ, c'était un coproduit d'autres produits, le potassium, d'autres trucs. Donc c'est pas le pire, quoi. On pourrait dire. Je pense. Bon, mais alors du coup, remplacer toutes les voitures à explosion par ça. Donc voilà. Alors comme nous vend la publicité. Après, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que le lithium. On s'est aperçu qu'en fait, dans les batteries, en fait, il y avait aussi un autre truc. Alors des fois, ça peut être du cobalt, des fois, ça peut être du manganèse, des fois, ça peut être du nickel, ou un mélange des trois, ou même carrément autre chose, du fer phosphate. Enfin, il y a plein de types de batteries. Et ces batteries, en fait, elles ont des caractéristiques différentes, si tu veux. On utilise différents métaux parce que on recherche des natures différentes de caractéristiques de batteries. Donc, il y a des batteries, par exemple, il faut qu'elles se rechargent plus ou moins vite. Il faut qu'elles vivent plus ou moins un nombre de cycles important. Voilà, il y a plein de sortes de trucs. Mais globalement, oui, il va falloir mettre des métaux un peu bizarres à la cathode dans la batterie. Et donc, si c'est du nickel ou si c'est du cobalt, ça risque d'être un petit peu contraint. Et en plus contraint dans un certain nombre de pays précis. Dans le cas du cobalt, c'est beaucoup. Nord Kivu. Alors c'est République démocratique du Congo et en fait le cobalt est un sous-produit du cuivre en général et donc c'est Sud Congo et Zambie quoi. En gros on va dire
en termes de réserves potentielles, de ressources potentielles. Alors, en fait, la question, c'est quelle quantité il faut. Le problème, c'est que tout dépend. Alors, imaginons, on prend tout le parc de voitures, je sais pas, 1 milliard de voitures, 1,3 milliard maintenant, je crois, un peu plus. Alors, effectivement, tu rajoutes les camions. Mais si je prends juste les voitures, ça dépend de quelle voiture tu fais, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu fais une voiture qui fait 700 kg et qui a 150 km d'autonomie, ou est-ce que tu fais une voiture qui fait 1 tonne 8 ou 2 tonnes et qui a 600 ou 800 km d'autonomie? On va faire ça très très simple, on va dire que la voiture de 700 kg, enfin que c'est proportionnel plus ou moins à l'énergie folle dedans à la masse. Oui, la masse est plus lourde. On va négliger les forces de frottement. Mon ancienne Smart. Voilà, grosso modo, on va dire c'est à peu près... Voilà. Donc évidemment une voiture de 2 tonnes par rapport à une voiture de 700 kg, voilà, tu vas consommer grosso modo 3 fois plus. Et puis si tu dis que tu fais 150 km ou que tu fais 750 km, tu vas m'aider, mais ça doit faire x5. Je ne vais pas t'aider en maths, j'ai toujours un bug. Donc tu vas avoir besoin, en commentaire. Tu vas avoir besoin de 5 fois plus de batterie. Voilà, tu vois. Donc du coup, quelque part, entre les deux parcs mondiaux, tu vois, la grosse bagnole qui a 800 km d'autonomie, puis la toute petite bagnole qui a 150 km d'autonomie, et ben en fait, le rapport, c'est plus que 1 à 10, quoi. C'est 1 à 10 ou 1 à 15. Sur la quantité qu'il faudra effectivement de batterie. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, répondre à cette question sans avoir réglé le problème de dire mais ça dépend, quel type de voiture on veut faire et quel type d'autonomie, ben en fait, voilà, tu ne peux pas répondre à un truc comme ça. Parce que déjà, tu as des incertitudes du côté minier, de dire est-ce que j'arriverai à l'extraire, pas à l'extraire, est-ce que ça sera économique, pas économique. Ça dépend à quel prix tu es prêt à me le payer. Parce qu'en fait, moi, si je suis géologue ou je suis une entreprise minière, ça dépend à combien tu es prêt à me le payer. Si tu es prêt à me le payer plus cher, je peux aller t'en chercher plus. D'accord ? Parce qu'en fait, je vais aller te le chercher à des endroits où ça sera moins concentré. Hein, tu vois, par exemple, je ne sais pas, l'or, une mine d'or, c'est 1 gramme d'or par tonne de minerai. Hein, alors qu'une mine de cuivre, c'est 1 gramme d'or 1 gramme d'or par tonne, ouais, à peu près. Alors 1 à 5 grammes, on va dire, il y a des mines un peu plus riches, mais aujourd'hui, on cherche à 1 gramme. Ouais. C'est quand même beaucoup qu'on sort du sol. Alors moi, excuse-moi, mais si je vais dans une bijouterie, ça veut dire qu'il y a un trou béant dans le sol quelque part sur Terre. Je te confirme qu'il y a des trous béants, ouais, absolument, ouais. Attends, 1 gramme d'or, excuse-moi, mais 1 gramme d'or, c'est 1 tonne qu'on enlève du sol. Oui, qu'on en sort, puis qu'on remet, hein, parce que, qu'on remet à côté, tu vois, il y a des terrils miniers, oui, bon, d'accord, il y a ce qu'on appelle des déchets miniers, donc effectivement, ouais. Et alors pour le cuivre, ça va plutôt être de l'ordre de 8 à 15 kg de cuivre, voilà, c'est de 0,8% à 1,5%. Donc tu vois, en fait, 1 gramme ou 10 kg, bon, bah, pourquoi est-ce que je peux aller pour une même tonne de roche finalement, pourquoi je peux me permettre d'aller extraire 1 gramme seulement? Parce que tu es prêt à payer l'or plus cher dans ta bijouterie. C'est pour ça que c'est plus cher. Voilà. C'est pour un principe de rareté. Pas que pour ça, c'est aussi. Bah si, quand même, il y a un peu de construction. Je pense qu'il y a. Mais oui, effectivement, c'est plus rare, c'est plus cher, ouais, effectivement. Palladium, c'est celui-là qui est le plus. C'est Palladium qui est le plus cher ou c'est non, non, ça doit plutôt être le rhodium ou enfin c'est un platinoïde, donc si c'est pas le platine, c'est peut-être un platine, c'est au-dessus de l'or en termes de rareté, hein, c'est ça hein? Oui, un petit peu, ouais. D'accord. D'ailleurs, il n'y en a qu'en Russie et en Afrique du Sud. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Il est bien Poutine, dis donc. Il a du gaz, il a du pétrole, il a ça aussi. Pour la partie platine, palladium. Mais alors, du coup, remplacer tout le parc avec le même poids de voitures qu'on a aujourd'hui. Donc, toutes ces voitures qu'on a, par exemple, on va prendre la France et la Belgique, on remplace toutes les voitures de France et Belgique par de l'électrique. Faisable, pas faisable? Ouais, faisable, ouais. Si c'est que la France et la Belgique. La question, c'est est-ce qu'au même moment, tu as aussi la Chine, les États-Unis, le Brésil. Oui, ou tous les pays en développement en Afrique qui voudraient aussi tout de suite, voilà. qui dans une logique climatique, vont se dire bon, on va pas prendre des voitures à moteur, et explosion, on va prendre plus des voitures électriques. Ouais. Là, du coup, toute la Chine, par exemple, c'est impossible. Ouais, alors bon, ils sont moins motorisés que nous quand même, hein, donc oui. ils ont pas de voiture par ménage, hein, mais et je pense qu'ils iront pas à 2 voitures par ménage parce qu'ils ont aussi des structures de villes déjà plus concentrées, etc. Bien sûr, oui, t'as pas besoin. Il y a déjà d'autres types d'usages, exactement. D'autres types rien à voir, Chine-Japon, rien à voir. Pour avoir été au Japon, honte à moi pour mon bilan carbone, beaucoup de fois, ça sert à rien d'avoir une voiture dans Tokyo. Oui, ça, voilà, rien. Et puis les transports en commun sont assez bien développés, les trains sont efficaces, enfin voilà, donc bon, cela dit, ils ont pas mal de voitures quand même. Hein, il y en a pas mal, bien sûr, mais franchement, globalement, il y a des emboutes aussi. Hein, bon, voilà, donc le sujet, c'est plutôt de dire, en fait, à l'instant T, tu peux tout à fait imaginer, voilà, de dire qu'un pays qui représente que quelques pourcents ou même pas de la population mondiale passe au tout électrique, why not? Enfin, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, on va passer, bien entendu, en même temps que tout le monde, ou essayer de passer en même temps que tout le monde, et en même temps qu'on aura d'autres choses à faire, qu'on aura aussi des énergies renouvelables, qui consomment aussi ce même type de métaux, le cuivre. Parce que tu vois, c'est ça j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me parlait d'écologie décoloniale et
qui me disait, bon ok, voilà, maintenant aujourd'hui, il faut lâcher le fossile, absolument, les accords de Paris, c'est ce qu'il faut faire, on continue à taper dedans, mais c'est ce qu'il faudrait faire au mieux, mais alors du coup, on essaye de transformer, de changer ce qu'on utilisait, donc à savoir le pétrole principalement pour nos transports, et on se dit, ok les gars, qu'est-ce qui nous permet de faire plus ou moins la même chose? Ah, ben, les batteries, lithium, cobalt, coltan, etc. Et donc du coup, comme c'est omniprésent dans certaines régions du monde, ben alors on va taper chez eux, on détruit la biodiversité chez eux, on déstabilise politiquement chez eux, et donc est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, simplement de créer un nouveau problème? Enfin, moi, pourquoi je prends le Nord Kivu? Parce que c'est quand même les mines artisanales, c'est un véritable problème. Ouais. Et c'est des massacres qui ont lieu là-bas, et que l'explosion, alors ça, j'avais vu ça au musée de l'Afrique, il me semble, à Bruxelles, c'était qu'il y a la demande en cobalt et en coltan dans cette région-là a explosé de 800%. Ouais. En 10 ans. Mais ça, je peux te expliquer un peu de manière plus précise si tu veux. Mais... Avec plaisir, ouais. Alors, mais c'est-à-dire que ça fait un peu peur de se dire, ok, on doit trouver des substituts obligatoires parce que voilà, ma trottinette électrique, etc. Mais si demain on se dit tous, ok, on lâche tous notre voiture, on passe au vélo électrique, on passe à la trottinette électrique, ça reste quand même, voilà, c'est plus facile d'avoir dans la maison toute la famille une trottinette électrique. Ça fait 5 batteries, façon de parler. Mais ça veut dire qu'on va quand même aller taper dans des trucs, on va quand même faire de l'extractivisme à outrance, du coup. Est-ce qu'on déplace pas le problème ailleurs? Je sais pas. Alors, il a toujours été un peu ailleurs, hein, de toute manière, parce que les échanges mondiaux et les ressources, bien sûr, évidemment, sans doute, l'Europe, elle s'est vidée un peu plus vite. Et toi, toutes les mines existantes qu'il y a pu y avoir, de cuivre, d'argent ou autre, bon, voilà, aujourd'hui, on n'exploite plus en Europe. Alors, ça peut être parce qu'elles sont épuisées au sens géologique, économique du terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore quelque chose, mais s'il y a des mines vachement plus riches à l'autre bout du monde, pour le même coût de tractopelle, il faut mieux aller à l'autre bout du monde. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, tu as un mix de tout. Par exemple, si tu prends le Nord Kivu, juste pour être très précis, tu as l'or. Donc là, l'or, c'est pas du tout pour la transition énergétique, c'est même pour rien du tout, puisqu'en fait, c'est pour se la raconter, c'est ostentatoire. C'est juste pour se la raconter, parce qu'il y a que 10% de l'or, un peu moins de 10% qu'on utilise dans le numérique. Donc une part des morts qu'il y a dans cette région-là et des déstabilisations politiques, c'est pour se la raconter. C'est juste pour mettre c'est pour stocker des lingots dans des coffres forts de banque centrale, quoi. Oui, qui servent techniquement plus à rien. Je veux dire, c'est plus là-dessus qu'on évalue. C'est bien, c'est cool, c'est une sorte de sécurité, mais dans Casa de Papel, ils mettent ça un peu en avant. Je sais pas si tu as vu Casa de Papel, la toute dernière saison, ils disent on va voler l'or, comme ça l'économie s'effondre. Ah oui, bon, non, je crois pas, non. Voilà. Non, à l'ère du Bitcoin et tout, voilà. Il y a d'autres problématiques. Non, c'est le fait qu'il y ait des réserves, effectivement. En fait, maintenant, c'est plutôt que les banques centrales, elles ont plutôt des réserves en devises des autres banques. Enfin, et puis c'est plutôt. Mais en tout cas, l'or, du coup, ça sert à rien. On fait des trous pour rien. La montagne d'or en Guyane, le projet aussi, on va raser de la forêt tropicale pour rien. Ça sert à rien. Il n'y aura pas d'utilisation industrielle de ce truc. Ensuite, qu'est-ce que tu as dans l'est du Congo? Tu as effectivement le coltan. Donc, coltan, c'est colombo-tantalite. C'est le tantal. Le tantal, ça sert dans les micro-condensateurs. Donc, tu vois, les petits cylindres avec des petites barres de couleur, tu vois, qu'il y a sur les cartes électroniques. Donc, c'est des trucs qui permettent de charger, décharger en fait, de l'électricité à toute petite échelle. Et en fait, on sait faire des condensateurs sans tantal. Ou sans palladium, parce que c'est l'autre technique, mais on faisait ça dans les années 70 avec de l'aluminium et du papier buvard, en gros, pour faire ça. Mais c'est beaucoup plus gros. Et donc à ce moment-là, son smartphone, du coup, ça va pas, quoi. Il fait la taille d'une brique, quoi. C'est intéressant. Voilà. Donc le tantal, le coltan, c'est vraiment l'explosion des besoins du numérique. Il y a aussi la cassitérite, en fait, donc qui est un minerai d'étain. Donc l'étain, ça sert à faire de la soudure, de la brasure, en fait, le terme exact, qui est soit de la brasure du plombier, voilà, mais aussi la soudure, la brasure électronique. Donc voilà, des petits points gris sur les cartes électroniques vertes, tu vois, pour accrocher toutes les petites pattes des puces et tout ça, et des condensateurs, justement. C'est de l'étain. Il n'y a pas d'autres... on ne peut pas utiliser d'autres métals, pour le coup, il n'y a pas de substitut, sauf le plomb. Et le plomb, c'est un peu embêtant, parce que après... C'est les batteries au plomb, c'est ça? Oui, mais alors les batteries voitures, par exemple. Batterie voiture, c'est au plomb. Mais 99% du plomb est utilisé là-dedans, et puis peut-être un ou deux gilets pour les travailleurs du nucléaire, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et c'est très bien recyclé, parce qu'aujourd'hui, on sait que les batteries, c'est dangereux. Très bien recyclé, en tout cas dans les pays type européens, OCDE. Qui ont les industries qui permettent de démanteler. Voilà, et on récupère le plomb est récupéré à 99%, il n'y a vraiment aucun souci. Je vais pas dire, c'est pas de l'économie circulaire tout à fait, parce qu'il y a des mines de plomb zinc parce qu'il faut alimenter un marché qui est en croissance. Donc du coup, il faut rajouter des batteries quelque part, mais le plomb est très bien recyclé. C'est intéressant parce que donc le Nord Kivu est déstabilisé par rapport à ça, donc on va taper là-dedans. Ouais. Donc c'est plutôt numérique.
Voilà. que de transition énergétique, dans le cadre du Nord Kivu. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Et après, à plein d'autres endroits, là pour le coup, oui, c'est la transition énergétique potentiellement, et c'est notamment le cuivre, c'est effectivement le cuivre, cobalt, nickel, et puis un peu, ça dépend des technologies, terres rares en Chine, l'argent, qui sert beaucoup dans les panneaux photovoltaïques au silicium, par exemple, tu as besoin quand même d'une pâte d'argent pour faire contacteur. Voilà, des choses comme ça qui ne sera pas recyclé après. Waouh. Mais donc, c'est dingue parce que tout ça, on va chercher sous terre forcément. Ouais, forcément. Et ça va, il y en a assez des métaux comme ça ou... Bah pour l'instant. La côte terrestre c'est gigantesque, j'imagine. Mais... Ouais, en fait, ouais, c'est ça en fait. C'est que la question, c'est pas tellement en fait, est-ce qu'il y en a assez, parce que il y avait un calcul assez sympathique qui avait été fait à l'époque par un professeur italien qui s'appelle Ugo Bardi, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Planète au pillage, qui est pas mal, qui est sur cette question-là, qui date d'une dizaine d'années. Et il lui a fait le calcul que si tu prenais les 150 millions de kilomètres carrés de terre émergée sur, je sais plus, 1 kilomètre ou un peu plus de profondeur. En général, au bout d'un moment, quand tu descends, il fait plus chaud, ça va pas. Je crois que le record, c'est des mines de platine en Afrique du Sud qui descendent à 3000 mètres, elles sont climatisées, etc. Enfin, ça devient un peu compliqué après. Donc, on va dire, voilà, 1 kilomètre pour se fixer l'ordre de grandeur. Eh bien, le contenu, par exemple, en cuivre de tout ça, si je vais racler, tu vois, chaque mètre carré de la planète, ça fait 20 000 milliards de tonnes, c'est-à-dire 1 million d'années de consommation. D'accord ? Donc, en fait, on est assis sur plein de tout, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce que c'est assez concentré à des endroits pour que je puisse effectivement lutter contre la méchante entropie dont on parlait tout à l'heure et récupérer ces trucs. Et donc, je vais aller seulement à des endroits qui sont suffisamment concentrés. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que en fait, le problème n'est pas un problème de ressources. Tu n'entendras jamais un géologue te dire qu'il y a un problème de ressources. Il te dira juste, dis-moi où je peux creuser et je vais te trouver les meilleurs endroits pour creuser. Tu n'entendras jamais un économiste non plus te dire qu'il y a un problème de ressources, parce qu'il te dira, bon, c'est une histoire de prix, si le prix monte, on va substituer, on va utiliser d'autres choses, on va mieux recycler, parce qu'évidemment, plus le prix est élevé, plus on recycle correctement. D'accord ? Dans un smartphone, il y a 2 euros de matière première. Les 50 métaux de... 2 euros de matière première. 2 euros de matière première seulement. Voilà. Donc, attends, du coup, tu ne mettras jamais quelqu'un. Ce truc-là qui vaut 800 balles, il y a 2 euros de matière première. 2 euros de matière première. Tout inclus. Ouais. Mais c'est quoi que je paye la cover, la beauté non, oui, bien sûr, tu payes un peu de marketing. Je me sens arnaqué. Et un peu de marge, mais tu payes plein d'autres choses. Tu payes des usines qu'il a fallu fabriquer, tu payes du développement. Tout ça, voilà, chaque composant, il a été transformé 27 fois, et donc tu payes l'ensemble de la couche des valeurs ajoutées des ingénieurs, des techniciens, des monteurs, de tout le monde. Donc voilà, plus de la marge un peu et du marketing. Voilà. D'accord, mais alors du coup... Mais c'est pas les matières premières que tu payes. Mais quand tu me dis, voilà, il y a suffisamment dans la côte terrestre, mais c'est quoi ? C'est l'énergie qui est nécessaire pour aller le chercher ? Exactement. La question, c'est ça. C'est qu'effectivement, plus tu vas aller chercher des métaux qui sont peu concentrés, plus il va falloir que tu fasses des gros trous gigantesques et plus il va te falloir de l'énergie à injecter dedans. Et comme on fait ça pour l'instant au fossile ? Pour l'instant, tu ne feras ça qu'au fossile parce que c'est des gros camions qui font 300 tonnes de charge utile. Ah merde, les panneaux solaires, ils ne peuvent pas le faire. C'est chier. Ouais, avec des batteries électriques, ça va être un peu chaud. Et le problème, c'est qu'au même moment, on a moins d'énergie. Oui. Il va falloir plus de métaux pour capter les énergies fossiles, pour stocker, pour les transporter. Et donc, on a un petit sujet qui est à la fois énergie, plus de métaux, moins d'énergie, moins de métaux, plus d'énergie, voilà. Et on est. C'est un cercle vicieux. Parce que si on doit opérer une transition énergétique, une transition écologique, une transition tout court, et que pour l'instant on nous vend qu'il faut faire ça, et que c'est ça, il faut taper dans les métaux, c'est-à-dire qu'on doit creuser, énergie, donc on doit continuer à utiliser du fossile pour faire notre transition écologique. C'est ça, c'est ce qui se passe en fait en ce moment pour l'instant, la transition, elle est. C'est qu'un empilement en fait. Oui, mais merde, donc si c'est pas possible, pourquoi on le fait ? On le fait parce que... Pourquoi on nous le vend ? Pourquoi les politiciens le disent ? Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on montre ? Bon, parce que c'est un peu compliqué tout ça, quoi. Et que déjà rien que donc, sur le pétrole tout seul, en fait. Rien que simuler les questions du pétrole, le pic de pétrole, le pétrole non conventionnel. Ah oui, mais je pensais que j'allais passer un pic. Ah oui, mais j'ai trouvé le pétrole de schiste. Ah bah dis donc, alors incroyable. Ah oui, le pétrole de schiste, il utilise du gaz ou des trucs. Donc déjà rien que sur un truc mono produit, si je puis dire, c'est déjà hyper complexe. Toi. Alors tu te pointes avec la table de Mendeleïev, tu connais ce truc-là, tu sais. Oui, le tableau périodique des éléments, bien sûr. Ouais. Et tu dis, bah là j'en ai 60, et puis en plus les mines sont polymétalliques, ils interagissent entre eux, j'ai besoin de tel truc pour sortir tel truc, et réciproquement.
Bon, là, tout le monde est paumé, je veux dire, c'est normal, même moi. Donc, Mais alors, c'est la complexité du monde. Mais tu oui, vois, parce que regarde tout ce qu'on a comme objet, vous le voyez pas, mais on a plein d'objets, on a des casques, on a des enregistreurs, il y a tellement de métaux des là-dedans. souris, C'est compliqué du coup de pouvoir maintenir des produits de biens de consommation comme ça dans un monde qui est en contraction énergétique et à la fois qui doit réduire sa part de fossiles pour le changement climatique. En fait, ou alors on met tout le fossile, le peu de fossiles qu'on utilise encore, on l'utilise que là-dedans quoi. En fait, c'est ça, c'est que ce qui est un peu horrible dans l'histoire, c'est qu'en réalité, on extrait ça, donc c'est une espèce de dotation de la planète, quoi, quelque part. Donc on a besoin de mettre un peu d'énergie dedans pour aller creuser au bon endroit, on a besoin de mettre un peu d'énergie dedans pour raffiner, pour ce qu'on appelle réduire les métaux, c'est-à-dire les passer d'oxyde en métal pur, etc. Mais après, tu as ton métal, tu es là, tu es super, voilà, c'est une dotation de l'humanité. Tu vois, la différence avec un baril de pétrole, c'est énorme. Tu vois, un lingot de cuivre, une barre de cuivre, elle ne disparaît pas. Tu vois, alors le baril de pétrole, tu brûles, tac, ça fait du changement climatique, tu vois, c'est parti pour toujours. Donc, le truc qui s'est fait il y a 80 millions d'années, ça y est, c'est parti en fumée. Bon. Et donc, on l'exploite, je sais plus, à une vitesse qui doit être à 1000 fois supérieure à la vitesse à laquelle il s'est accumulé, en gros, si tu fais le... Beaucoup plus, alors du coup. Plus, ouais. Parce que si en 200 ans, on a... Ah ouais, je connais pas les réserves, Ouais, alors 200 ans, non. Si 200 millions d'années pour se former. Ça s'est fait sur 200 ans, si tu dis que ça s'est fait sur 20 millions d'années, ça fait un millième, tu vois, donc ça pourrait coller, quoi. T'es pas si mauvais que ça en maths, en fait, tu me disais, mais ça va. Vite fait. Voilà, donc je vais faire attention à ce que je raconte, alors. T'inquiète. Donc, du coup, en fait, t'as extrait cette précieuse ressource, elle est là, et c'est super. Et en fait, tu pourrais faire du recyclage et faire de l'économie circulaire avec cette ressource, parce que, pour le coup... on pourrait, alors. Ah ouais, avec un câble de cuivre, tu prends un câble de cuivre, tu refais un câble de cuivre, il n'y a aucun problème, et ça te fait le même câble de cuivre, avec la même qualité. C'est pas toi qui as dit quelque part. Oui, non, mais justement, voilà. Il y a un mais, justement, c'est pas toi qui as dit quelque part, et lui il dit mais, donc ça colle. Et bien, le problème, c'est qu'en fait, nos objets sont devenus tellement compliqués, tellement mélangés, avec tellement de ressources, ces fameux 50 métaux en toute petite quantité dans ce smartphone, et bien qu'en fait, en fin de vie, on n'arrive pas à correctement recycler. Et donc, il y a une vingtaine de métaux, non, même une trentaine de métaux, la moitié des métaux qu'on utilise aujourd'hui, qui est recyclé à l'échelle mondiale à moins de 1%. Moins de combien ? Moins de 1%. Donc, tu me disais qu'il y a combien de métaux dedans ? Ouais, entre 40 et 50. Entre 40 et 50, et qu'il y a la moitié qui est recyclable à 1%. Qui n'est pas recyclé, ouais, en fait, littéralement, ouais, exactement. Qui n'est pas recyclé. Mais attends, on ne sait pas recycler, presque à la fois techniquement, énergétiquement et sociologiquement, presque. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, il n'y a que 2 € à récupérer là-dedans. Je ne vais pas mettre quelqu'un pour bosser pendant 1 heure avec un tournevis, un machin, une pince à épiler pour bien tout séparer. Donc, la quantité d'énergie à réinjecter là-dedans, ils estiment que ça ne vaut pas la peine, donc autant le jeter. Alors en fait, on ne le jette pas tout à fait, on va retirer l'écran, on va le traiter d'un côté, on va retirer la batterie, la traiter d'un autre côté, et puis tous ces métaux, on va broyer, et puis on va remettre dans un four. Mais donc on va le cramer ? Ouais, c'est chez vous d'ailleurs. Arrête tout ça ? Ouais, à Hoboken, à côté d'Anvers. Ouais, près d'Anvers, ouais. L'usine Umicore, c'est l'une des plus... On crame des métaux ? Ouais, enfin on les crame pas, en fait on les met dans des fours pour ensuite essayer de les reséparer par pyrométallurgie. Ouais. Et puis après derrière à ce moment-là on essaie de les récupérer un peu. Et tout. Ouais, on en récupère, ils sont assez forts d'ailleurs. Mais si tu m'as dit jusqu'à une quinzaine de métaux ils récupèrent. Sur la quarantaine. Sur la 30-40aine, ouais, sur la quarantaine. Ouais. Mais il y a quand même et le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Puisque ça, le reste, on le brûle pas. Ça s'appelle des déchets industriels. Et on en fait quoi ? Il faut aller leur demander, je veux pas avoir... Attends, mais c'est intéressant parce que moi je pensais qu'on recyclait, je pensais qu'on pouvait recycler tout le téléphone qui est ici dans ma main. Combien de sociétés disent pas déposez votre téléphone usagé qui est cassé, qui est vraiment irrécupérable, vous le déposez dans un truc, nous le recyclons complètement. Non. Donc c'est faux quoi. Oui, bien sûr. Oui, on sait pas. Mais c'est comme on pourrait dire. C'est la différence aussi. Mais donc c'est pas durable ça. C'est des objets comme ça qu'on nous vend. C'est pas durable. Ce qui est dommage, ça fait pas partie d'un paradigme de durabilité. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'en fait donc on a extrait ces ressources d'un peu partout. Ça a été un peu compliqué. On a un peu sali, un peu à gauche à droite et tout. Alors pas d'ailleurs que à l'extraction minière. On a sali aussi à la production, à la fabrication, parce que pour fabriquer des microprocesseurs, tout ça c'est compliqué. C'est collant, il faut de l'eau pure et tout. Alors après on filtre et tout, on fait plein de trucs, mais c'est quand même c'est impactant quoi. C'est la vie, la vraie vie. Ouais. Donc on peut essayer d'être plus ou moins propre, mais c'est quand même compliqué. Et après, le problème, c'est que tu balances ça 2 ans plus tard, quoi. Enfin, c'est ça le problème, en fait. C'est la question de la durée.
C'est-à-dire que si tu disais, j'ai pas comme s'il n'y avait pas de truc d'obsolescence programmée et d'obsolescence naturelle un petit peu des matériaux. Je veux dire, si moi c'est qualité. C'est pas l'usure en fait qui crée. Et puis même si c'est l'usure, en fait, tout ne s'use pas de la même manière. C'est-à-dire que du coup, tu peux imaginer d'avoir des choses qui seraient beaucoup plus modulaires, réparables, de dire bah oui, tiens, là, votre micro-condensateur, monsieur, désolé, il a pris un petit pet, on va être obligé de le changer, tac, avec le fer à souder, je refais votre truc, voilà, bon, merci monsieur. Mais non, ça marche pas comme ça parce que d'abord, il faut avoir accès à des pièces détachées, il faut pouvoir payer. Quelque part la connaissance, les compétences et la main-d'œuvre de la personne qui va te l'ouvrir, qui va faire le diagnostic, qui va tout faire, etc. Il y a des trucs propriétaires, et donc à la fin, non, ça ne marche pas. Donc, mais pourtant, c'est ce qu'on conçoit encore. Chaque année, tous les 2 mois, il y a un nouveau téléphone qui sort, nouveau modèle et tout, et qui est toujours conçu dans cette idée qu'il n'y aura que la moitié des métaux, donc du coup, seront recyclables à moins de 1%, donc pas recyclés. Voilà, c'est effrayant. Parce que le Green Deal européen parle de économie circulaire, mais tu peux pas faire d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'il en est pour les télévisions, les PlayStation, les caméras, tous nos objets de biens de consommation, les tablettes, c'est tout le même principe en fait. Alors, en fonction, si tu veux, si tu prends une voiture par exemple, elle va être plutôt très bien recyclée en poids. D'ailleurs, il y a des obligations. Oui, mais il y a a quand même un téléphone qui traîne sur mon tableau de bord. Voilà, c'est ça. Donc en fait, comment ça va se passer ? En quantité de métaux, quoi. Voilà. Donc tu as plusieurs kilomètres de câbles, par exemple, de cuivre dans une voiture. Plusieurs kilomètres de câbles de cuivre dans une voiture. Oui. Bah oui, bien sûr. Oui, pour aller sur tous avec nos neurones, si on les accumulait, on pouvait aller jusqu'à la Lune. Je ne sais pas si c'est ce que j'entendais avant. Il y a plusieurs kilomètres. Ouais, pas beaucoup, mais genre 3 km. Enfin, ça dépend des modèles, j'imagine. Oui, c'est énorme quand même. C'est l'ordre de grandeur, en fait, oui. Donc, tu as des petits câbles partout qui vont sur des petits moteurs, etc. Tu as de l'électronique, tu as plein de choses. Tu as de la peinture. Mais donc, une partie n'est pas recyclée alors là-dedans. Alors, en fait, si, tout va être pris. On va broyer. En fait, on retire les sièges, on retire les pneus. Et après, on broie, en gros, quoi. Enfin, je dois oublier quelque chose. Non, mais. Mais on ne réutilise pas tout ce qui est broyé. Alors, en fait, si, on va le réutiliser sous une forme, en fait, ça va s'appeler un acier de bas de gamme, et on va en faire des ronds à béton, tu vois, les armatures du béton armé. D'accord. Mais avec ça, tu ne refais pas une voiture neuve. Ah non, tu vas faire du béton armé. Et en fait, mais par contre, dans ce béton armé, là, de manière imperceptible, en toute petite quantité, l'atome de cuivre qui était dans ton câble de cuivre, il est toujours là. Donc il a été recyclé. Donc j'ai rien de secret, tout se transforme. Exactement, disait Lavoisier. J'ai recyclé en poids, je suis bon. Donc 95% de ma voiture a bien été recyclé, valorisé, etc. Mais en fait, ton atome de cuivre, il est perdu pour toujours. Ton petit atome de néodyme qui servait à faire ton petit moteur de rétroviseur, il se retrouve dans un truc de béton, quoi. Dans un truc de béton, et il est infiniment dispersé pour toujours. Mais donc du coup, c'est quoi j'ai parlé avec Frans Timmermans, le patron du Green Deal, vice-président de la Commission européenne, qui croit dur comme fer à l'économie circulaire et que du coup, moi je me dis, ok, donc ça veut dire que mon téléphone, si on part sur ce principe qu'on arrête les combustibles fossiles, donc du coup qu'on arrête l'extractivisme, donc ça veut dire que cette caméra qui nous filme là, elle tombe en panne, on récupère tout et on en refait ça ? Non. En fait, ça, on ne sait pas faire donc, techniquement. Donc, ce qu'on nous vend, c'est faux. Donc, ce qu'il faut, c'est que cette caméra, il faut qu'elle devienne quelque part increvable, en fait. Il faut qu'elle devienne du béton. Non, il faut qu'elle dure. Il faut qu'elle dure, en fait. Et c'est une espèce de patrimoine incroyable. Il faut qu'on rentre dans un âge de la maintenance. Tu vois, où, Philippe, j'ai acheté une machine à laver, lave-linge, sèche-linge. Elle est tombée en panne juste après la fin de ma garantie de 2 ans. Après 2 ans et 2 mois, elle est tombée en panne. Et mon voisin, comme par hasard, lui aussi. Non, c'est un peu extrême, je sais pas si c'est. Mais peut-être, oui. On verra. La France est le premier pays à avoir pénalisé le délit d'obsolescence programmée. Parce que j'ai pas la preuve que c'est l'obsolescence programmée, tu vois. J'ai pas la preuve. Mais ça veut dire, pour l'instant, les objets qu'on nous vend. Excuse-moi, mais on nous vend des téléphones, ils tombent à peine par terre, clac, il est cassé. Pour que forcément, les gars, on a une solution, achetez une cover. Mais quand ils ont conçu, ils savaient très bien, les mecs, que mettre un téléphone comme ça, le taux de casse allait exploser. Ils le savaient très bien. Ouais, pas sûr. Je sais pas. Il paraît que Steve Jobs avait dit mettez-moi du verre parce que je veux pas du plastique, je sais pas quoi. Qu'un coup, dans la légende. Ah ouais, donc le mec, il s'est mis. Non, mais je pense que c'était plutôt esthétique et pour le contact et tout, parce qu'on aurait pu. C'est comme les lunettes, tu vois. Tu peux faire des lunettes en verre. Aujourd'hui, on fait plus des lunettes en verre, on fait des lunettes en polycarbonate. Elles tombent par terre, elles cassent pas, quoi. Mais par contre, elles rayent ou elles se. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc, donc là, c'était l'idée, c'était d'avoir des trucs qui rayaient pas. Donc tu mets du verre, quoi. Mais donc ce principe de, on prend de là et on le met là-dedans, donc économie circulaire. Alors en fait, c'est parce que l'économie circulaire, tu peux le prendre avec une plus ou moins grande définition. En fait. Donc si tu suis la définition par exemple de l'ADEME en France, l'Agence de la transition énergétique, en fait, pour l'économie circulaire, c'est de la sobriété en amont. Donc d'abord consommer moins, ça va être l'économie du partage, c'est l'économie de la réparation, c'est l'économie du réemploi, tout ça au-dessus. Et à la fin, quand il y a vraiment un truc où le machin de l'aspirateur, ça y est, tu peux plus rien en faire, ça. Alors,
tu fais le recyclage, tu vois, en tout dernier. Mais D'accord. c'est vrai que dans la plupart des cas, tout le monde un peu a tendance à dire bah oui, l'économie circulaire, c'est je jette et puis ça va être recyclé et ça va repartir dans la boucle. Mais en réalité, non. L'idée, c'est d'avoir plein de boucles avant qui soient sur de la réparation, du réemploi, faire durer. Et oui, et même injecter moins dans le système. C'est-à-dire de dire finalement, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une voiture plus grosse pourquoi est-ce que j'ai besoin, je sais pas quoi, d'un écran qui fait telle ou telle taille. Enfin voilà, c'est aussi ça la sobriété potentiellement. Moi, je voudrais te poser une question sur notre numérique. On l'a dit, voilà, tu parlais du numérique, on parlait des voitures. On a plus de gens sur Netflix et plus de serveurs. C'est plus d'extractivisme. C'est beaucoup de trucs qui se retrouvent dans des bétons, si on comprend bien à la fin. Parce que ton serveur, c'est bon, allez hop, on le jette. Finalement, ça se retrouve dans du béton à la fin. Bref, on a compris. Mais donc, du coup, cette expansion d'Internet, le Bitcoin, les NFT, t'as entendu parler des NFT récemment ? Ouais. Je suis anti-NFT personnellement parce que forcément, c'est un gadget et je me vois mal acheter un truc. On me dit, ouais, t'es le seul à l'avoir, c'est du numérique. Je me dis, ok, je suis le seul à l'avoir, c'est du numérique. Je trouve toujours un moyen de dupliquer un truc. J'adore le fils de John Lennon qui a réussi à vendre des trucs tout en les gardant. J'adore. Enfin, voilà, la machine à traire les cons. C'est une machine à con. Ouais, moi, c'est mon avis. Après, chacun. C'est une machine à déverser en fait du quantitative easing, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de la création de monnaie. On crée de la monnaie pour maintenir l'économie à flot. Tout le monde en crée. Donc c'est la création de monnaie de faire ça. La création de monnaie, il faut que cette monnaie se déverse quelque part. Sur un truc qui est sur un serveur quelque part. Donc et qui est en fait un simulacre. Voilà. Et soit ça se déverse dans l'augmentation des prix de l'immobilier, ça se déverse dans l'augmentation des œuvres artistiques, ça se déverse dans des aventures de start-up qui ne donneront pas grand-chose parce que ça rime à rien, genre Hyperloop ou je sais pas quoi. Tu vois. Et donc en fait, il y a trop d'argent en fait. C'est assez bizarre parce qu'en même temps, les inégalités grandissent et puis les gens qui tirent le diable par la queue, il y en a plein. Mais en même temps, il y a des gens qui ont plein de fric et ils ne savent pas quoi en faire. Mais en fait, c'est du virtuel. C'est ouf, ça crée une valeur et donc tu as des gens, ils revendent leur NFT et ils se font de l'argent et un petit voyage. Mais donc voilà, NFT, Bitcoin, tout ça, je vais cumuler ça à la 5G. On dit souvent, ouais, mais les ondes, bon, on va pas parler des ondes, on va surtout. Voilà, de toute façon, c'est pas un micro-ondes. Mais... Je suis pas spécialisé des ondes, ouais. Non, de toute façon. Mais on va plus parler des quantités de matériaux qui sont nécessaires à mettre là-dedans, et c'est du coup colossal. Et de ce que tu m'as raconté, de ce qui est recyclable, ça me fait encore plus flipper, du coup. Ça a un coût énergétique, forcément. Moi, je voudrais un peu ton avis là-dessus. C'est quoi, la 6G, la 7G, ou alors on va vraiment se rendre compte qu'au final, on n'arrivera plus à développer les capacités technologiques ? Alors la 6G, elle est déjà partie. Elle est déjà en test et tout. Enfin, oui, forcément, si la 5G est vendue, c'est qu'ils sont déjà en train de faire l'autre. Parce que c'est à peu près un cycle de 10 ans, donc là, elle est déjà en route. Ils sont déjà en train de la tester. Donc, on va se la prendre pour 2030. T'en penses quoi ? Alors, la 5G, elle est c'est un formidable exemple d'effet rebond. C'est-à-dire que c'est vachement plus efficace, il n'y a pas de problème, que la 4G et la 3G. D'accord ? C'est-à-dire pour transporter une unité d'information, un 1 ou un 0, quoi, ou 8 1 ou 8 0, enfin un octet. Des données numériques, quoi, Des données numériques, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que la 4G, d'accord ? Donc c'est super. Moins d'énergie consommée. Plus de vitesse. Les antennes plus efficaces. On est gagnant. Voilà. Sauf que, évidemment, le débit que tu offres et tout, en fait, va créer un effet rebond, c'est-à-dire que chaque unité d'énergie transportée va consommer moins, mais on va transporter beaucoup plus d'unités. C'est-à-dire que le trafic explose en fait. Et finalement, c'est des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'évidemment, on nous dit il faut faire la 5G parce qu'en fait, tu as vu, ça augmente le trafic de données. Et donc on mène à la 5G, mais c'est aussi le fait de mettre la 5G qui va faire augmenter et permettre... créer de nouveaux concepts qui vont exploiter ça. La réalité virtuelle, la Wicca, je sais pas quoi. On regarde une vidéo en Wicca. Wicca, là on est un peu... c'est un peu le truc. C'est quand même des formats de vidéo où le nombre de couleurs, le nombre de pixels par centimètre carré et le nombre d'images par seconde dépassent la capacité de l'œil humain et l'entendement du cerveau. Donc en fait, donc tu ça vois sert pas à rien. ça ne sert juste à rien. Enfin, à moins de projeter tout le temps ce que tu regardes sur un écran, je sais pas quoi, 4 mètres par 3, quoi, mais enfin, on fait pas tout ça. Ça ne sert effectivement à rien. Donc on est vraiment que dans de la rivalité marketing et du délire comme ça, quoi. Donc effectivement, le numérique, c'est l'exemple où l'effet rebond prend vraiment ses proportions les plus incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets
très positif d'efficacité énergétique, il n'y a pas de problème. Et un data center d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins consommateur aussi pour stocker, pour calculer. Mais par contre, c'est ouf ce que tu me racontes en fait. Donc du coup, la 5G, plus de bandes passantes, plus d'objets connectés, connectables. Ah tiens, mon chien, j'ai envie de... Voilà, la 5G va trouver une application avec un collier à chien. Tout ça, on parle de la Smart City, les voitures autonomes. Voilà, les voitures autonomes. Alors, il paraît que la voiture autonome, la voiture vraiment autonome, d'abord elle est compliquée à faire, semblerait-il, techniquement. On verra, là, il paraît qu'Apple est dessus. Alors, quand Apple est dessus, c'est que ça va sortir, donc ils disent les spécialistes. Donc, rendez-vous en 2024 ou 2025. Mais pour faire la voiture vraiment complètement autonome, il faut la 6G, paraît-il. Ouais, voilà. D'accord. Bah alors, du coup, forcément, tu l'as dit toi-même, on trouve de nouvelles applications. Et alors, c'est parti. Ça consomme un peu moins que la 4G, mais l'utilisation qu'on en fait que ça bouffe la 4G de loin. C'est la fameuse histoire des machines à vapeur du 19e siècle, parce que cet effet rebond, on appelle ça aussi le paradoxe Jevons. Stanley Jevons, c'était un économiste anglais. Et donc les machines à vapeur consommaient de moins en moins de charbon pour produire le même travail mécanique. Du coup, on aurait pu se dire, c'est super, le charbon anglais, on va consommer de moins en moins de charbon, puisque du coup, les machines consomment moins. On va l'économiser, parce qu'il y avait déjà des questions, des inquiétudes sur le charbon anglais. À l'époque, la moitié du charbon, l'Angleterre fournissait le monde entier, et la moitié des exports de charbon allaient alimenter tout le monde. Donc il y avait ces inquiétudes de dire, attention, il faut garder du charbon peut-être pour l'industrie anglaise et tout. Donc il y a des études qui se font dans ces années 1860 par là. Et donc voilà, en réalité, lui, il dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, chaque machine va consommer moins de charbon, oui, d'accord. Donc le travail mécanique fourni par la machine va être moins cher. Donc je vais pouvoir mettre des machines à bien plus d'endroits, dans toutes les manufactures, les fabriques, etc. Et donc à la fin, chaque machine consomme moins, mais comme il y aura beaucoup plus de machines, eh bien globalement, on consommera plus. Tu bouffes. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc, et c'est ce qui se passe j'ai l'impression, pour tout. Pour tout. Ça se passe pour les voitures. Les voitures, les motorisations n'ont jamais été aussi efficaces, mais elles sont de plus en plus lourdes, de plus en plus puissantes. Donc de plus en plus, un peu plus vite. Ça se passe même... alors des fois, tu as des effets rebonds vraiment pervers, c'est-à-dire que tu vas vraiment provoquer une consommation supplémentaire. Ça va être le cas, par exemple, dans l'aérien. Oui, aujourd'hui, c'est vachement plus efficace. Les turboréacteurs d'aujourd'hui, ils sont bien plus efficaces qu'il y a 20 ans. Il n'y a aucun problème. On remplit mieux les avions. C'était le concept du yield management, la gestion des revenus. Donc du coup, par passager, par kilomètre passager, il n'y a pas de problème, ça consomme beaucoup moins. Sauf qu'évidemment, ça a permis l'essor de l'aviation low cost, et donc on se déplace beaucoup plus, pour un oui, pour un non, etc. Et alors il y a d'autres cas où c'est juste que tu manges une partie des gains que tu espérais. Alors par exemple, on constate ça dans l'isolation thermique, par exemple, dans les bâtiments. Donc l'idée c'est d'isoler ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc tu es dans ton logement, tu chauffes et tu as froid. Parce que tu as des partitions énormes. Là, tu isoles ton bâtiment, et puis une fois que tu as isolé ton bâtiment, en fait, on ne gagne pas en consommation ce qu'ont calculé les thermiciens. Parce que la première chose, c'est que les gens ils vont avoir un peu moins froid. Donc on va peut-être chauffer à une température un petit peu plus élevée, et donc on perd une partie des gains. Et ça, aujourd'hui, les grands propriétaires de parcs de logements. Il y a eu un cas comme ça en Allemagne, un rapport qui était sorti assez glaçant, sans jeu de mots, il y a un an et quelques, qui montrait qu'ils avaient investi 340 milliards d'euros sur une période de 10 ans de rénovation pour la rénovation thermique, et à la fin, ils avaient gagné 1 kWh par mètre carré et par an de consommation. C'est-à-dire qu'ils étaient passés de 140, je crois, à 139 ou de 131 à 130. C'est pas beaucoup pour ce qui était investi. Rien du tout. C'était où ça? En Allemagne. En Allemagne, d'accord, ok. Il y a un rapport comme ça avait fait un article du Monde. Alors après, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas isolé nos trucs? Ça veut dire que... ça sert à rien d'isoler? Non, parce que en fait c'est pas ça. C'est que si on n'accompagne pas l'isolation d'une réflexion sur les comportements, sur les usages, sur le fait de dire tu te balades pas juste en t-shirt alors qu'il fait -5 dehors, et puis que tu chauffes comme tu veux. Tu isoles, c'est cool, mais au lieu d'être à poil parce que t'aimes bien et que t'as tapé le chauffage, aussi, tu t'habilles quoi, tu bonnet. Réapprendre un peu ces trucs-là. Bon, cela dit... Il faudra éduquer, hein. Ouais, alors ça sera éduqué, ou on va être forcé, ou je sais pas quoi. Si on a moins de gaz, machin, il y a peut-être il peut y avoir des beaux scénarios, des sobriétés qui peuvent venir un peu de manière violente, de temps en temps. Rapidement, un mot avant la conclusion sur la croissance verte en très peu de temps. Ouais. C'est un film de science-fiction ou c'est réel? Ah non, c'est un film de science-fiction, la croissance verte. La première chose, c'est que tu vas consommer plus de matières premières que tu vas moins bien recycler, parce que tu es plus technologique, donc plus tes objets sont technologiques, plus c'est coton à recycler. On va dire ça pour simplifier outrageusement, mais ça peut lier. 2, ça peut créer des effets pervers, c'est-à-dire que tu as l'impression de faire des économies,
mais à l'autre bout du monde, tu as ouvert des data centers, tu vois, tu as la Smart City ici où tu dirais c'est génial, mais en fait, à l'autre bout du monde. Elle fonctionne sur des gros serveurs. Voilà, donc ça pourrait être le cas par exemple de la voiture autonome. On dirait, la voiture autonome c'est super parce que. Branché dans un endroit où ça coûte pas trop cher d'avoir des serveurs sur des bonnes centrales au charbon. Voilà, potentiellement, voilà, exactement. Donc il y a cet effet, moi j'appelle ça un peu l'effet systémique, tu vois, c'est le fait de dire j'ai l'impression de boucher un trou d'un côté, mais en fait j'en ai créé deux autres ailleurs. Et puis tu as cet effet rebond, voilà. Et la combinaison des trois fait que finalement, patatras, à la fin aujourd'hui, la consommation elle ne réduit pas, les émissions elles ne réduisent pas, c'est pas pour rien, quoi. Et quand je dis ça, c'est pas juste que à l'échelle mondiale ça ne réduit pas parce qu'il y a développement de, j'en sais rien, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique ou autre, c'est chez nous que ça ne réduit pas. Hein. Je veux dire, c'est que si tu intègres, et ça c'est des rapports très officiels, hein, si tu intègres le bilan des imports-exports, hein, parce qu'en fait on apporte quand même des trucs qu'on fabrique et qu'on réexporte, hein, je sais pas, l'aéronautique par exemple en France, pour prendre un exemple, ou les voitures, des trucs, voilà. Et puis on importe aussi des objets semi-finis ou finis. Voilà. Quand tu fais le bilan carbone ou le bilan matière de ces trucs-là, eh bien globalement, les émissions de CO2, elles augmentent par personne, elles augmentent tout court, parce que la population augmente très légèrement. Et puis... et donc au final, ça ne sert à strictement à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais en fait, voilà, c'est mal amené, c'est mal vendu, c'est mal... On met peut-être pas, pour l'instant, l'effort au bon endroit. Okay. Je vais prendre juste un exemple. Enfin, cela dit, il y a quand même, ça progresse un tout petit peu, parce que tous les rapports officiels qui sortent maintenant, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, c'est vraiment le cas, y compris de la puissance publique ou d'entreprises publiques. Il y a eu un rapport de RTE, filiale d'EDF, il y a eu un rapport de l'ADEME. Tout le monde aujourd'hui pointe le fait qu'il va falloir faire de la sobriété. Ça, il y a 10 ans, 15 ans, c'était... Ça, les scientifiques, les gens comme toi en parlent, mais les politiciens n'en parlent pas. C'est dans les rapports, si tu veux, maintenant. Donc c'est vrai que les politiciens n'en parlent encore pas trop parce que c'est très inquiétant, ce spectre de la sobriété. Monsieur, madame, tout le monde, sobriété, le mot fait peur, hein. Décroissance, sobriété, Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Retour à l'âge des cavernes et tout ça. Ouais, non, c'est carrément les visiteurs et tout. Éducation, alors, du coup. Justement, quel conseil t'as à donner aux gens qui ont vu cette vidéo qui ont remarqué à quel point tous nos objets peuvent être très complexes, à quel point l'extractivisme peut être délétère forcément et qu'on doit essayer de lutter un petit peu contre tout ça et revoir un petit peu le système. Qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner justement Ouais, c'est dur. Alors du coup je fais pas la version conseil éco-geste, quoi, parce que là tout le monde le fait, tu sais. Non, bien sûr, je crois que tout le monde les connaît, tout le monde sait aujourd'hui et ça vaut pas pour... déjà, est-ce qu'il faut peut-être un peu déjà se faire plaisir tous les jours, peut-être. Je pense qu'il n'y a pas de transition pour moi où on va se serrer la ceinture jusqu'en 2050 et puis après c'est génial, nos petits-enfants vont vraiment nous remercier. Non, nos petits-enfants, non, ça ne sera pas comme ça ne marchera pas comme ça. Et de toute façon, tu mobilises pas les gens sur de la solidarité intergénérationnelle alors qu'on n'arrive déjà pas à les mobiliser sur de la solidarité intragénérationnelle avec les gens autour de chez. Donc, tu vois, moi, je pense que ça marche pas du tout. Donc, il faut que ça soit des trajectoires de plaisir, de bonheur, qui effectivement passent par autre chose que juste la consommation matérielle. Voilà. Et peut-être s'étonner, ou se faire plaisir de voir le miracle technologique qui nous entoure quand même, quoi. C'est un truc un peu de dingue, tu vois. Tu tournes un robinet et tu as de l'eau, quoi. C'est un peu dingue. Tu tournes un autre robinet, tu as même de l'eau chaude. Enfin, c'est un truc de malade en fait, tu vois, tous les jours. Il suffit de voir les visiteurs qui jouent ça, mais il suffit de voir les visiteurs avec Christian Clavier et Jean Reno, classique, qui démontrent un peu ce jour, nuit, le mec il comprend pas. Et effectivement, si admettons c'était possible, et même avoir un peu de prendre la valeur de ça. Voilà, avoir un peu de bienveillance aussi. Tu vois, t'as un train qui roule et un truc, c'est c'est une espèce de miracle technologique le truc en fait. Et puis des fois le truc il arrive, il a 5 minutes de retard, on est en train de s'énerver et tweeter, je sais pas quoi. Humilité. Ouais, effectivement, c'est quand même, il y a des milliers de gens qui bossent derrière ça. Etc. Enfin, je prends l'exemple du train, mais tu vois, il y en a plein d'autres évidemment. Hein. Ça peut être l'eau potable, les gens qui fabriquent, qui font pousser la nourriture. Et éduquer sur l'aspect complexe des choses pour se satisfaire et pas râler parce que t'as pas ton rouleau de PQ façon de parler. Non, mais ça te Après, c'est bien de faire de l'eau. Moi, j'ai la technique de l'eau, technique sénégalaise. Mais pas râler parce que ton produit, il est en pénurie, que ça me fait chier, tu vois. On avait appris un peu ça pendant le confinement, le grand confinement de 2020. On a appris cette bienveillance, puis on a appris un peu de patience aussi, parce qu'effectivement, il y a eu des ruptures de stock. Il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui. Avec les semi-conducteurs, il y a des grosses ruptures de stock. Il y a des gens qui pètent un câble parce qu'ils n'ont pas leur voiture. Voilà, là, c'est la voiture. À un moment, ça a été le vélo parce qu'on avait découvert que je sais pas quoi, les mécanismes de frein de passage de vitesse étaient fabriqués je sais pas trop où et ils avaient fermé un peu trop longtemps. Je sais plus si c'était en Chine ou au Japon, mais bon voilà. Donc on avait appris un peu cette bienveillance. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de la réoublier assez vite, quoi. Et en fait, on vit dans un monde en fait de tyrans. On nous a remis dans le sucre. Plein de petits tyrans, ouais. On est tous des consommateurs hyper exigeants.
Et puis du coup, on est tous producteurs aussi, enfin la plupart. C'est ça. Et du coup, on est aussi Résilience, bienveillance, sobriété. Ouais, voilà. Et on trouver. en parle. Et je pense qu'en fait, dans la sobriété intelligente, il y a des trucs. Voilà, on en a sous le pied, quoi. Faut juste se dire ça. C'est-à-dire que voilà, une voiture, bah, c'est quand même 1 tonne ou 1,5 tonnes qu'on déplace pour 150 kg ou 100 kg de charge utile, quoi, en fonction qu'on est deux ou si on a des bagages. C'est ça. Donc c'est quand même un gâchis de malade. Manger de la viande, bah, c'est bien, oui, pourquoi pas manger de la viande. Moi, je ne suis pas passé vegan ou je sais pas quoi, végétarien. Mais manger moins de viande, tu libères des quantités phénoménales de céréales. Parce que voilà, il faut nourrir les animaux et 70% des céréales, c'est pour nourrir les animaux, etc., etc. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Alors, qui malheureusement ne dépend pas juste de nos gestes unitaires. Là, je pense qu'il y a une question de sobriété un peu systémique, tu vois, aussi de la capacité à se dire ensemble quel est le niveau d'exigence qu'on veut. Je vais te prendre juste un exemple, peut-être un tout petit peu technique, mais moi j'aime bien. Dans les scénarios de renouvelables, on ferait beaucoup plus de renouvelables. Imagine par exemple 50% d'éolien. Hein, souvent, c'est quand même l'éolien sur lequel on tombe assez souvent parce que il est moins cher, il est plus facile à industrialiser, à installer, etc. Bon, si tu as 50% de ton mix énergétique à un moment qui est du vent, eh bien, il faut que ton système électrique il soit capable d'encaisser 1 semaine sans vent. Aussi, ouais. Il y a des moments où il y a 1 semaine sans vent. Quoi. Et éventuellement, d'ailleurs, pas de soleil non plus. Donc, tu es là, donc il faut que tu dises, moi, je veux que ça marche toujours. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Ouais. C'est le boulot de l'ingénieur aujourd'hui. Si tu veux faire ça en 2050, en disant, j'allume, j'éteins, quoi qu'il arrive, tout va bien, il te faut un dispositif de stockage d'énergie de malade. Parce qu'il faut que tu stockes 1 semaine de 50% de ton mix électrique. C'est énorme. Il va falloir tout retransformer. Des batteries, des machins, des trucs, des électrolyseurs, des trucs. Voilà. Si tu dis, finalement, les amis, 1 fois tous les 3 ans, pendant 1 semaine, il n'y a pas de vent, ça arrive, pas de chance. Et bien cette semaine-là, en fait, au bout de 2 jours, on va vous envoyer un petit peu moins de courant. Hein. Et puis on va le flécher sur les hôpitaux. Écoute, il faut se préparer à ça. T'enfiles ton anorak, pénible, machin, ton appartement va descendre à 13 degrés, pas sympa, pendant 3 jours, puis après ça va repartir. Bah, si tu acceptes ça sociétalement, mais tu libères des quantités phénoménales de trucs à pas installer. Quoi. Eh ben on va le faire. L'éducation, voilà. Ça passe par les mythes et ça passe par des gens comme toi. Voilà, bon c'est un exemple, mais voilà, il y en a plein en fait. Et moi je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je te remercie beaucoup. Merci. Philippe, c'était un moment incroyable. On a parlé longtemps. Je crois qu'on a fait le record des vidéos talk de limite. Je suis hyper verbeux à chaque fois. Mais j'adore, ça fait plaisir.